Bonjour, ici Jean Béliveau. Quand nous avons entrepris la saison 1957-1958, mes coéquipiers et moi-même avons commencé à réaliser que nous formions le genre d'équipe qui pouvait passer à l'histoire. À cette époque, le record pour le plus grand nombre de Coupes Stanley consécutives était de 3. Nous venions d'en coller 2 en 56 et 57 et nous nous sentions assez forts pour en remporter au moins une autre. Malgré des blessures sérieuses subies par Maurice Richard et Boum Boum Geoffrion, nous avons terminé la saison au premier rang, 19 points d'avance sur les Rangers de New York. Dickie Moore avait disputé les 5 dernières semaines de la saison avec un plâtre au poignet droit, mais il a quand même remporté le championnat des marqueurs. Nous avions vraiment confiance en notre talent. Nous avons littéralement balayé les Red Wings de Détroit, les éliminant en 4 matchs lors de la série demi-finale. Mais en finale, contre les Bruins de Boston, la situation a été un peu plus difficile. Nous étions à égalité, 2 victoires de chaque côté, et lors du 5e match, la marque était 2-2 après les 3 périodes réglementaires. Le Rocket a connu des séries remarquables. Il a inscrit le but vainqueur en prolongation et au total, il avait marqué 11 buts en 10 matchs. 3 soirs plus tard, nous avons gagné le match 5-3 à Boston pour notre 3e Coupe Stanley d'affilée. Nous venions d'égaler le record. Bonsoir les sportifs. Soyez avec nous les témoins d'une page d'histoire au Forum de Montréal. 15 000 spectateurs ont les yeux rivés sur le fameux numéro 9, le fabuleux Maurice Rocket Richard. C'est le 19 octobre 1957 et les Éperviers de Chicago affrontent le Canadien dans une joute régulière de la Ligue nationale. Mais c'est aussi le soir où le Rocket, le plus grand compteur de tous les temps, va atteindre le total fantastique de 500 buts. Et voici que ce soir, au tout début de la saison de 1957-58, l'un des plus grands athlètes au monde compte l'historique 500. Le Rocket est une super vedette, mais chaque club a aussi ses étoiles. Gordie Howe du Détroit pourrait bien devenir le prochain compteur de 500 buts. À 30 ans, il a enfilé 386 buts dans les joutes régulières. En 57-58, il a gagné le trophée Hart comme joueur le plus utile pour la 4e fois de sa carrière. Pour la 6e fois, il a été choisi à l'aile droite sur la première équipe d'étoiles. Howe a aussi remporté 5 fois le championnat des compteurs. Au cours de la dernière campagne, il a manqué 6 parties à cause de blessures et s'est quand même classé au 4e rang des compteurs à 7 points du champion Dickie Moore du Canadien. Dans la série semi-finale, le Rocket a éclipsé tout le monde, comptant 7 buts en 4 parties. Et même la brillante performance de Gordie Howe n'a pu empêcher le puissant tricolore de l'emporter en 4 joutes consécutives. Frank Mahovlich des Leafs de Toronto pourrait surprendre bien des gens par ses exploits futurs. Bien qu'encore d'âge junior, il a gagné le trophée Calder comme la meilleure recrue de l'année. Toronto compte sur son numéro 27. Puissant patineur et brillant manieur de bâton, Mahovlich a compté 20 buts à sa première année. Les jeunes et durs patineurs des Leafs ont quand même terminé au dernier rang pour la première fois de leur histoire. Bobby Hull, des Éperviers de Chicago, une autre brillante et jeune vedette, pourrait bien un jour menacer les records du Rocket. Un gradué de St. Catharines, Ontario, qui porte le numéro 16 pour Chicago, il s'est classé tout juste en arrière de Mahovlich pour le trophée Calder. Il a compté 13 buts et fourni 34 assistances pour un total de 47 points à sa première année dans la plus forte ligue de hockey. Costaud et dur, Hull était aussi d'âge junior. Camille Henry, le maître compteur des Rangers de New York avec 32 buts, a été choisi sur la 2e équipe d'étoiles. Pratiquement intouchable et vif comme l'éclair, le numéro 21 des Rangers ne pèse que 150 livres. Il n'a écopé que d'une seule punition toute la saison et a gagné le trophée Lady Byng, attribué aux joueurs qui combinent la gentilhommerie à l'habileté au jeu. Quand on parle de compteur, il faut parler de Dickie Duff. Un autre bel exemple du triomphe de l'habileté sur la taille. Duff a 160 livres, le numéro 17 des Leafs, est âgé de seulement 22 ans et a déjà 70 buts à son crédit en 3 saisons. Il a été le meilleur du Toronto en 57-58 avec 26 buts.
Elmer Moose Vasco. Les étoiles du hockey ne se recrutent pas seulement chez les compteurs. Vasco, un joueur de défense, a donné de la couleur et de l'élan aux éperviers. Âgé de 22 ans, il mesure 6 pieds 3 et pèse 208 livres. Il a complété sa deuxième année dans la NHL. Déterminé à l'attaque, dur sur la défensive. Chicago le considère comme l'un des grands noms du hockey. Dans cette ligue bien balancée, Glenn Hall du Chicago, un club de 5e place, a été choisi le meilleur gardien de but. Bien que les éperviers n'aient pas participé aux éliminatoires, leur Cerbère Hall a quand même été reconnu par les voteurs et a été élu dans les buts de la première équipe d'étoiles. Marcel Pronovo, solide et versatile joueur de défense du Détroit, a finalement mérité l'équipe d'étoiles. Pronovo, qui porte le numéro 3 du Détroit depuis 8 saisons, a rempli les promesses qu'on avait faites à son sujet. À 28 ans, ce joueur de 175 livres a été choisi sur la deuxième équipe d'étoiles. Terry Sawchuk, qui s'était retiré de la Ligue nationale au début de 57 à cause de mauvaise santé, a fait un retour. Il avait autrefois gagné le trophée Calder comme meilleur recrue et le trophée Vézina comme meilleur gardien de but. La tenue de Sawchuk a permis aux Red Wings de surmonter un mauvais départ pour finir 3e. Mais même Sawchuk n'a pu arrêter l'élan du Canadien dans la série semi-finale. À New York, le numéro 9, c'est Andy Bathgate. À Montréal, c'est peut-être le Rocket et à Détroit, Gordie Howe. Mais à New York, les partisans placent leur numéro 9 au-dessus de tous les autres. Élu à la deuxième équipe d'étoiles, Bathgate a fini au 3e rang des compteurs. Ses 30 buts et 48 assistances ont conduit les Rangers en 2e place. Mais en semi-finale, Bathgate et les Rangers se sont luttés aux Bruins de Boston qui ont gagné la série 4-2. Seulement 2 clubs parviennent à la série finale pour la Coupe Stanley. Mais avant de regarder la série de championnat, voici les instructeurs des 6 meilleurs clubs de hockey au monde. Il n'y a pas un seul Russe parmi eux. Un nouveau venu, Rudy Pillus du club Chicago. Il a lui-même formé plusieurs des joueurs actuels des éperviers. Mil Schmidt, immortel des Bruins. Sa 3e année comme coach, 2 fois en finale. C.D. Bull, ancien bon sang, instructeur des Red Wings de Détroit. Un ancien du Canadien, Billy Rick, a complété sa première année comme coach des Leafs. 3 Coupes Stanley en 3 ans. Toe Blake du fameux club canadien. Phil Watson des Rangers, 3 années de suite dans le détail. Et maintenant, la série finale. Le Canadien de Montréal, dans son chandail bleu-blanc-rouge, premier par une marge de 19 points, a établi un record de tous les temps comptant 250 buts. Il est en quête de sa 3e Coupe Stanley consécutive. Les adversaires, les Bruins de Boston, une équipe lourde, dure et forte. Elle a fini au 4e rang pour ensuite éliminer les Rangers. On parlait d'une série facile de 4 parties pour le Canadien. Mais Boston ne l'entendait pas ainsi. Sur la patinoire du Forum pour la première joute. La caméra au ralenti nous fait voir comment un lancer de Léo Boivin a été écarté juste à temps par Claude Provost du Canadien. Et Léo Labine, plongeant de tout son long dans les filets, donne une idée du style ouvert de cette série. La Hugh Klein du Boston à l'attaque. Busick le numéro 9, Bronco Horvat le numéro 6 et Vic Stasiak le numéro 7. Et Busick rate une belle chance pour Boston. Cette ligne qui a déjà évolué pour Edmonton a été formée par les échanges hors saison bâclés par le gérant général Lynn Patrick. Un beau jeu à 3, à travers les jambes de Doug Harvey. La Hugh Klein a marqué 72 buts au cours de la saison régulière. Don Simmons devait être le point d'interrogation de la série. Voyons-le à l'œuvre. Don Marshall lance, Simmons bloque. Geoffrion, le numéro 5. Un dur boulet. Simmons bloque de nouveau. Les Bruins à court d'un homme. Harvey à Marshall. Il lance. Simmons bloque. Le retour à Geoffrion qui compte le premier but de la série. Le fameux jeu de puissance du Canadien au ralenti. Voici le lancer de Marshall. Bel arrêt de Simmons. Le disque revient droit à Geoffrion. 3 joueurs bloquent la vue de Simmons. Deuxième période, Marshall à Bob Turner, une passe à l'échappée, un bon lancer de Béliveau, bel arrêt de Simmons.
C'est au tour de Boston. Don McKenney, numéro 17, transporte le disque dans la zone du Canadien. Il fait bondir une passe par la bande à Alan Stanley, le numéro 10, puis à Doug Mounds. Un foudroyant lancé, mais à côté. On revient à la charge. Cette fois, Topazzini le remet à Stanley. Un autre lancer de Mounds. Finalement, le retour glisse à Stanley et son lancer voilé égale le compte 1-1. Au ralenti, on voit comment Mounds bloque finement Floyd Curry. Le lancer de Stanley et Topazzini, Harvey et Talbot bloquent la vue de Plante. Le hockey est rude dans les éliminatoires. Labine fait tomber Geoffrion. Il reçoit une punition et même un conseil d'amis de la part d'un chaud partisan. Une punition au Boston et c'est le jeu de puissance du Canadien, l'un des plus formidables de tous les temps. Harvey, le numéro 2. Le champion compteur, Dick Emore, le numéro 12. Rocket Richard, le numéro 9. Béliveau, 4. Et le 5e, le numéro 5, Geoffrion. Contre cette force expéditionnaire, il n'y a pas d'erreur à commettre. Simmons plonge pour saisir le disque, mais manque son coup. Une passe éclair. Et Moore compte. Le Canadien mène 2-1. Troisième période. Une attaque qui prépare un éclatant Barichek. Saint-Laurent lance sur Simmons qui bloque. Bronco Horvat revient, le numéro 6, et bang, une foudroyante collision avec Rocket Richard. La combine des Richards. Henry à Morris. Et un autre bel arrêt de Simmons. La recrue de la saison précédente, Larry Regan, un produit d'Ottawa et un manieur de bâton dans la tradition des Cowley, Sid Howe et des Boucher. Regan porte l'ancien numéro de Milt Schmidt, le numéro 15. Il forme un trio avec Norm Johnson, le numéro 18, et Léo Labine, le numéro 16. Les voici avec Doug Mounds, le numéro 19 à la défense, et Fern Flaman. Ces cinq-là donnent du fil à retordre à Plante. Cette ligne a été assemblée au cours de la saison par Schmidt, qui a exécuté plusieurs remaniements. Le Canadien mène 2-1, mais les Bruins ont le dessus maintenant. Horvat passe à Busick. Une belle chance, mais encore une fois, Plante les repousse. Le Canadien s'échappe. Encore les Richards. Un autre arrêt de Simmons. La première partie est terminée. Le Canadien, gros favori, l'emporte 2-1 devant ses propres partisans. La deuxième partie, au Forum également. Powers est l'arbitre. Les Bruins sont puissants, mais on parle quand même de 4 victoires consécutives. Les joueurs du Boston ont vite prouvé que la première joute n'avait pas été serrée par chance. Le rapide Regan mène une attaque. Une passe à Johnson et un but éclair du Boston après seulement 20 secondes de jeu. Le premier but est considéré comme très important. Boston n'a pu en jouir longtemps toutefois. Une punition aux Bruins, le jeu de puissance du Canadien. Et un boulet de Geoffrion qui compte. Après 3 minutes et 12, le compte est égalé. Au ralenti, Harvey passe à Geoffrion. Et cette fois, M. Simmons ne peut accomplir un autre miracle. Le numéro 15, Larry Regan, passe à Topazzini sur le jeu de puissance du Boston. McKell dans le coin. Le retour à Regan. À McKell. À McKenney qui compte. Boston mène 2-1. Maurice Richard à Henry durant un jeu de puissance en arrière des filets. Le disque revient en avant. Geoffrion le saisit. Lance, Simmons bloque. Le joueur de défense numéro 20, Léo Boivin, n'a pas compté un seul but de la saison. Reconnu comme un arrière-garde purement défensif, il s'enflamme lui aussi à l'ardeur de ses coéquipiers. Et au Forum, on commence à penser que les Bruins n'ont aucun respect pour la formidable puissance des champions. Ils se moquent des prédictions d'avant-série. L'allure de cette joute est foudroyante. Les Bruins attaquent encore à 5. Le Canadien est embouteillé. Une passe de Flaman à Horvat. Il lance et compte. Le but de Horvat donne une avance de 3-1 à Boston, toujours dans la première période. Au cours de la saison 57-58, alors que le Canadien n'a perdu que 17 parties sur 70, il lui est rarement arrivé de tirer de l'arrière 3-1 à la première période. Mais c'est nettement la soirée de Boston et une soirée occupée pour Jacques Plante. Dites donc, monsieur, est-ce bien le même Boston qu'on a vu toute la saison?
Si les partisans du Canadien pensaient que ça allait mal 3-1, voyons Larry Regan, le numéro 15. Il évite un joueur, puis un autre. Son lancer est voilé par l'abîme et c'est 4-1 pour Boston. Eh bien, si on peut les battre, applaudissons-les. McKell fonce pour Boston, en quête d'un 5e but. Le disque est pris dans le coin par le joueur de défense étoile Doug Harvey. Et Harvey, à toute vapeur, essaie de rallier ses hommes. Harvey lance et un but d'un bout à l'autre de la patinoire pour Harvey. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Harvey a gagné le trophée mémorial Jim Norris comme le meilleur arrière-garde de la Ligue pour la 4e fois en 5 ans. Le Canadien tire de l'arrière par 2 points à la 2e période. Mais ce n'est pas insurmontable pour un club qui a compté 250 buts en 70 parties. Un autre jeu de puissance, mais Simmons est invincible. Cécile au bureau m'avait pourtant dit qu'on n'aurait pas de trouble avec Simmons. Encore à la 2e période, la partie est loin d'être gagnée ou perdue. La puissance du Canadien met Simmons à l'épreuve. Il s'étend de tout son long pour bloquer contre Richard. Et voici l'arrêt qui a peut-être sauvé la partie. Geoffrion est tout près et menaçant, mais lui aussi est victime de Simmons. Une dangereuse échappée du Boston avec Horvat, le numéro 6. En avant, Stasiak et plan de bloc. Mais Horvat compte sur le retour dans le haut du filet. 5-2 pour Boston, c'est incroyable, n'est-ce pas? Voyons au ralenti l'arrêt de Plante contre Stasiak. Voici le disque et le lancer. Les Bruins gagnent, la série est égalée 1-1. L'arbitre Frank Odvari met la rondelle au jeu lors de la 3e joute au Garden de Boston. Une autre salle compte. Chaque joute de la série a été disputée dans des arénas remplis à craquer. La victoire de 5-2 remportée par les Bruins sur la patinoire du Forum a réchauffé l'intérêt au suprême degré. Le tricolore entend égaler l'exploit des Leafs de Toronto, qui ont déjà gagné la Coupe Stanley 3 années de suite. Les connaisseurs de hockey sont émerveillés de la rapidité soutenue de la série complète. Ces superbes athlètes, bien en forme, n'ont pas diminué l'allure un seul instant. Les gardiens de but encore en vedette, comme c'est si souvent le cas dans les éliminatoires. Simmons joue adroitement pour saisir une rondelle qui roule. Et une contre-attaque. Jacques Plante, le nomade, loin hors de ses filets, reçoit l'aide de Bob Turner. Aucun pointage encore. Mais voici une chance avec une punition à Bronco Horvat du Boston. Et les partisans des Bruins sont témoins d'une attaque en masse de Harvey, Geoffrion, Moore, Béliveau et Rocket Richard. Harvey étudie calmement la défense et décide de son mode d'attaque. Une passe à Geoffrion, puis à Richard. Et le Rocket compte pour donner l'avance aux Canadiens. Au ralenti, voyons la rapidité foudroyante du boulet qui a déjoué Simmons pour donner l'avance aux Canadiens à la 2e période. 3e période. Henri Richard joue de ruse, fait mine de passer, mais lance dans le coin désert et compte. Le Pocket Rocket a fini en 2e place des compteurs. Son but donne une avance de 2-0 aux Canadiens. Boston à la contre-attaque, mais Jacques Plante, dans sa cage ou en dehors, arrête tout et tous. Henri Richard de nouveau. Cette fois-là, il passe à son frère Maurice. Le Rocket compte sur un autre lancer foudroyant. Canadien mène 3-0. Boivin fonce. Plante arrête tout devant lui ce soir. Geoffrion joue presque par-dessus la tête de Plante. Le gagnant du trophée Vézina tient son blanchissage et le Canadien reprend l'avance 2-1 dans la série. Encore à Boston, Red Story met la rondelle au jeu pour la 4e partie. Au cours de la saison 57-58, les clubs visiteurs ont gagné un pourcentage exceptionnel de parties. Et dans cette finale, le Canadien a mieux paru dans la 3e joute sur la glace des Bruins que dans ses 2 premières parties au Forum. Encore une fois, l'allure est rapide et la mise en échec très rude. Mais où que les parties soient jouées, les Bruins ne peuvent se permettre d'être en déficit 3 parties à 1 et ils le savent très bien. Regan sur le jeu de puissance, lance de la ligne bleue. Une passe à McKell qui ne peut compléter. Un coéquipier à l'aide et Don McKenney lance un coup du revers pour le premier but de la 4e partie.
Au ralenti, on peut voir comment McKell ne peut se débarrasser de Marshall, le numéro 22, et Talbot, le numéro 17. McKenney enlève littéralement le disque à son propre coéquipier, mais McKell ne s'objecte sûrement pas. Regardez bien le haut de l'écran. La caméra va régler l'une des rares discussions de la série. Une attaque du Boston avec Stasiak. Mais regardez, la lumière verte est allumée. Le disque pénètre dans les filets. Plante proteste. Story indique que la période était finie. Pas de but. Au ralenti, voyez la lumière. La rondelle est en avant. Voici le but, mais la lumière verte indique que la période est terminée et la lumière rouge ne peut être allumée. L'électricité au secours de l'arbitre. Stasiak dirige une attaque du Boston. Un lancer à côté de McKenney. Un autre lancer de Stasiak et McKenney fait dévier le disque pour un but, l'un des 9 buts qu'il a compté dans les séries de la Coupe Stanley. Boston mène 2-0. À la troisième période, le Canadien a perdu les services de Dollard Saint-Laurent. Blessé à un os de la joue durant la troisième partie, sans en parler à personne, il est mis en échec par Léo Labine. Il est blessé de nouveau et fini pour la série. Regardez bien le numéro 8 des Bruins, Fleming McKell. Un bon joueur de hockey. 20 buts et 40 assists pour la 6e place des compteurs. Il a été épatant durant les séries comme meneur, en participant à 19 points. 1 point de moins que le record. Sa passe permet à Topazzini de compter le 3e but des Bruins. McKell a établi un nouveau record d'assists dans les détails. Une belle combine à 3 donne un regain de vie aux Canadiens. Bonin à Béliveau. Et une passe parfaite à Claude Provost qui compte. Boston mène toujours 3-1. La poésie du hockey au ralenti, de Bonin à Béliveau à Provost. Un autre jeu disputé. La caméra vous permet de juger si cette rondelle a pénétré ou non dans les filets. Surveillez la rondelle de très près dans ce jeu au ralenti. Est-elle entrée ou a-t-elle frappé le poteau? À votre choix. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Les Browns gagnent et la série est égalée 2-2. Et nous retournons tous à Montréal. La 5e partie. L'arbitre Eddie Powers est en devoir. Déjà, c'est l'une des plus belles séries dans l'histoire de la Coupe Stanley. Les joutes sont disputées à une vive allure. La mise en échec est dure, déterminée. Et malgré tout, aucune bataille sérieuse. Travaillant tour à tour, les officiels Story, Powers et Hotbury ont su prévenir toute véritable échauffourée. Seulement 2 majeurs et une mauvaise conduite sont imposés dans cette série. Don Simmons a maintenant fait ses preuves pour les Bruins de Boston. On prétendait qu'il n'était pas du calibre majeur. Le gérant général Lynn Patrick et le coach Bill Schmidt des Bruins ont toujours soutenu qu'il était un Cerbère capable de se faire valoir dans la Grande Ligue. Sa performance dans les séries a laissé très peu de gens indécis à son sujet. Il est en effet une inspiration pour les Bruins de Boston. Un élégant arrêt de Plante. Mais le disque revient à Alan Stanley. Son lancer bondit, mais McKell se spécialise dans les rondelles bondissantes. L'action au ralenti. McKell sur le retour le roule juste hors de portée de Plante étendue. Les Bruins mènent 1-0. Mais pas pour longtemps. Une mise au jeu au tout début de la 2e période. Béliveau à Geoffrion qui compte. Et le score est égal. Ça ne prend pas de temps quand on sait quoi faire. Une grosse soirée pour le duo Béliveau-Geoffrion. 42 secondes seulement après le but égalisateur, Geoffrion passe à Béliveau. Et un bullseye de 35 pieds donne l'avance aux Canadiens 2-1. Tard à la 2e période, le Canadien voudrait bien un autre but. La ligne Goyette-Provost-Pronovo obtient une chance de compter, mais Simmons sauve la situation. C'est maintenant la 3e période. Le temps s'écoule rapidement pour Boston. Une attaque de la ligne Johnson-Regan-Labine sur Plante et il est à terre. Mais les knockdowns ne comptent pas au hockey.
Moins de 10 minutes en temps régulier. Boivin attaque pour Boston. Voici Horvat avec un lancer foudroyant que Plante fait dévier, mais ne peut arrêter. Le compte est égalé 2-2. Pour la première fois de la série, du temps supplémentaire. Le club qui compte le premier but va prendre les devants dans la série. Et dès que quelqu'un compte, c'est fini. Une nuit en 1936, les deux clubs avaient joué jusqu'à 2h25 du matin. Une première chance dangereuse de compter. Boivin, Johnson et Rabin pour Boston. Plante bloque le lancer de Boivin. Un lancer haut et Plante ne prend pas de chance. Maintenant, chaque arrêt, facile ou difficile, peut être considéré comme le point tournant de la joute. Béliveau l'attaque pour le Canadien. Son slap shot va à côté. Et les Browns, qui ont forcé le Canadien à jouer en supplémentaire, deviennent encore menaçants. Et cette fois, Plante effectue un arrêt clé à l'orée des buts contre le bâton de Buddy Boone. Et voici la vedette du spectacle. Au centre de la glace, Rocket Richard traverse la ligne bleue. Un autre ferait une passe. Le Rocket, lui, lance et compte. La partie est terminée. Le Canadien gagne 3-2. Le lancer au ralenti et un autre gros but pour le plus grand compteur de tous les temps. Une fois de plus, la scène se transporte à Boston. Le Canadien mène 3-2. Les Bruins font face à l'élimination. Béliveau a une chance dès le début, mais Simmons saisit son lancer de la ligne bleue. Béliveau et Olmsted bataillent pour le disque le long de la bande. Un lancer inoffensif de la part de Béliveau. Geoffrion le fait dévier et le Canadien mène déjà 1-0. Les Bruins sont venus de l'arrière auparavant et la passe de Tapazzini donne à McKenney une chance de compter. Mais Boston est encore en difficulté. Voici Rocket Richard. Il lance et compte son 11e but des séries, un de moins que le record de tous les temps qu'il partage lui-même avec Béliveau. Un déficit de 2-0 présente toujours un épineux problème, mais un déficit de 2 buts dans une partie éliminatoire contre un club comme le Canadien, ce pourrait être vraiment décourageant. Mais pas pour les indomptables Bruins, qui maintiennent une attaque soutenue. Cette fois conduit par le joueur de défense Doug Mons, numéro 19. Avec une passe à l'échappée à McKenney, Boston revient à la surface. C'est le 9e but de McKenney dans les séries. Deuxième période, le Canadien est à moins de 40 minutes de sa 3e Coupe Stanley consécutive. Béliveau attaque. Mais Simmons, vif comme l'éclair, bloque contre Richard de près. McKell tente sans succès d'arrêter Geoffrion en plein centre de la glace. Une passe à Béliveau, un slap shot et un 3e but du Canadien. Le tricolore a maintenant une marge imposante de 3-1. Les Bruins désespérés ont besoin d'un gros ralliement. Vic Stasiuk, puissant et robuste patineur, qui a compté 21 buts au cours de la saison régulière, donne à Buddy Boone une chance de compter. Jacques Plante fait un bel arrêt avec le revers de son gant. Une erreur quand le dangereux Geoffrion est dans les parages peut être coûteuse. On vole le disque à Boivin et Geoffrion compte le 4e but du Canadien. Avec seulement 20 minutes et 34 secondes à jouer, les Bruins tirent de l'arrière 4-1. 3 buts en déficit face à l'élimination et l'horloge marche implacablement. Que peut-on contre un si puissant adversaire? Si les Bruins faiblissaient finalement, qui pourrait les en blâmer? Les Bruins sautent sur la glace pour la 3e période aux acclamations enthousiastes de la foule du Garden. Rarement a-t-on vu une équipe en déficit de 3 buts recevoir un tel vote de confiance de la part de partisans souvent implacables. Les Bruins finis, voyez plutôt le numéro 15, Regan, un lancé, le retour et un but de Johnson. Les Bruins ne sont pas finis. C'est 4-2 avec moins de 15 minutes à jouer. Au ralenti, voyez une preuve de la détermination des Bruins. Si le Canadien a jamais eu l'idée de ralentir avec une telle avance de 4-1, il s'est vite rendu compte qu'il n'y a pas de répit possible dans une telle série. Les Bruins bataillent contre le Canadien et contre l'horloge. Larry Regan fait rebondir un but en arrière des filets. Les partisans du Boston en ont pour leur argent à chaque seconde du jeu.
Il n'y a rien comme d'essayer l'impossible. La rondelle est sur le côté des filets. Regan ne peut lancer et est obligé de s'en aller en arrière de la cage. Ça paraît un angle impossible, mais il n'y a rien d'impossible à un athlète déterminé qui joue avec une rondelle sur une surface détrempée. C'est une toute autre histoire maintenant. 6 minutes à jouer et Boston n'est plus en déficit que d'un seul but. Fleming McHale, infatigable. Une passe à Stanley, puis à Boivin, qui vient près d'égaler le compte. C'est peut-être agressif, mais bousculer le gardien de but, le disque et tout dans les filets, ça ne compte pas au tableau de pointage. Le tenace McHale de nouveau. Il a joué sur sa ligne régulière, sur le jeu de puissance et pour tuer les punitions. Mais le voici encore qui mène l'attaque des Bruins et un autre arrêt, sauveteur de plan. Les filets du Boston sont déserts. McKenney dirige une attaque à 6 hommes en quête du but égalisateur. Doug Harvey prend possession du disque à la ligne bleue du Canadien. Il fonce. Regan arrête le premier lancé. Mais Harvey compte à son deuxième essai. Et finalement, les Bruins doivent concéder après 365 minutes et 45 secondes du plus excitant jeu soutenu que le hockey ait jamais offert. Les partisans du Canadien ont fait le voyage de 400 000 pour assister à ce 3e championnat consécutif. Fiers et jubilants, ils se joignent aux officiers du club canadien pour ce tourbillon sur glace et cet éclatant triomphe. Le président de la Ligue, Clarence Campbell, présente la Coupe Stanley au capitaine du Canadien, Maurice Richard, dans une atmosphère bien propice à cette plus haute récompense du jeu le plus rapide au monde, le hockey fusée. Une atmosphère d'enthousiasme, de délire et de confusion, et la raison pour tout cela, la Coupe Stanley.